Merci Marie. Bonjour à tous. Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler de simulation du couvert nival et de crues printanières par le couplage des modèles Hydrotel et Crocus. Donc, je ne surprendrai personne en vous disant qu'une proportion importante de nos précipitations au Québec tombe sous forme de neige. Donc, ça a un impact évidemment très important sur les activités humaines. On peut penser à la tempête du siècle cette année à Montréal ou, un peu plus dramatique, les inondations de 2011 lors de la crue printanière en Montérégie. Donc, le couvert nival saisonnier va avoir un rôle très important sur l'hydrologie à nos latitudes. Dans un contexte de changement climatique, on s'attend à avoir une dynamique saisonnière de la neige qui va changer, évidemment. Donc, puisqu'on va avoir une augmentation de la fréquence des redoux et donc des événements de pluie sur neige, des saisons également hivernales plus courtes, une fonte devancée. On peut voir ici aussi sur la figure le changement projeté pour l'horizon 2050 de l'accumulation maximale de neige durant la saison hivernale. Donc on peut voir qu'on s'attend à ce que ça change de façon assez importante dépendamment des régions et pas partout de la même manière. Donc ça devient d'autant plus important de caractériser précisément l'équivalent en eau de la neige pour la prédiction des crues et au Québec, très important, la gestion hydroélectrique. Donc quand on s'intéresse à l'équivalent de la neige, il y a plusieurs moyens de mesure directe, évidemment. Donc, au Québec, très utilisé les lignes de neige, donc des carottages de neige. Dans l'Ouest, ils ont recours aussi à des coussins à neige, snow pillows, qui vont mesurer le poids de la neige qui s'accumule dessus. Il y a la télédétection aussi qui offre de plus en plus de possibilités dans le domaine. Et nous, on a décidé d'utiliser une nouvelle technologie, un senseur à rayon gamma, le GEMON, développé par Hydro-Québec. C'est une technologie assez intéressante, donc je vais avoir l'occasion de vous en parler un peu plus précisément plus tard dans la présentation. Mais évidemment, toutes ces méthodes de mesure directe ont une résolution spatiale assez limitée, parfois une résolution temporelle. Donc, la solution, c'est la modélisation. Le modèle sur lequel on a travaillé, c'est le modèle Hydrotel, qui est un modèle, donc, j'imagine la majorité d'entre vous le connaissent, donc à base physique, distribuée, qui va modéliser toutes les composantes de l'hydrologie à l'échelle d'un bassin versant et qui utilise pour modéliser la neige une approche mixte de bilan d'énergie degré jour. Je vous présente la console de calage du modèle de neige d'Hydrotel ici avec les 5 paramètres de calage qu'on peut modifier manuellement ici. Oh, pardon. Donc 3 ici et 2 qu'on peut modifier pour 3 types différents d'occupation du sol, donc forêt de conifères, de feuillus et milieu ouvert. La problématique du projet, ça a été de se demander dans quelle mesure une approche complètement physique viendrait améliorer les simulations d'équivalent en eau et de crues printanières pour Hydrotel. Dans cette optique, on a sélectionné un modèle physique, complètement physique, un modèle de neige physique pour comparer au modèle de neige Hydrotel, qui est le modèle Crocus, un modèle développé en France dans les Alpes pour prévoir les risques d'avalanche, donc qui représente toute la physique de la neige de façon très détaillée. Il va simuler tous les processus internes d'échange de masse et d'énergie à l'intérieur du couvert jusqu'à simuler la stratigraphie du couvert nival, au prix de nombreuses données d'entrée évidemment, mais c'est un modèle très performant, donc, qui va nous donner les hauteurs de neige, plus important, l'équivalent en eau de la neige et l'écoulement à la base. Lors du couplage avec Hydrotel, c'est cet écoulement d'eau liquide à la base qui va être utilisé par les autres modules d'Hydrotel pour simuler les débits en rivière. Donc, les 3 objectifs principaux du projet, primo, ça a été d'obtenir un traitement adéquat des données d'entrée pour Crocus qui n'était pas adapté pour le milieu boréal à la base. Ensuite, ça a été de comparer les capacités du modèle d'Hydrotel et de Crocus à simuler l'équivalent en eau de la neige, et ensuite de comparer comment utiliser avec l'une et l'autre de ces 2 approches, Hydrotel avait performé pour simuler le débit d'une rivière boréale. Notre site d'étude se trouvait dans la région de la baie James, donc c'est le bassin versant de la rivière Nécopastic. La rivière Nécopastic qui passe ici, on ne voit sûrement pas très bien. Un petit bassin versant, 244 km², au sud donc, de la rivière Lagrande, un peu en aval d'LG2. Assez bien instrumentalisé. Notre site principal se trouvait ici, c'est le site NECO 1, juste à côté d'une station qui mesurait le débit
de la rivière Nécopastique en continu. Sur ce site, on avait une station météorologique complète qui nous fournissait toutes les données dont on avait besoin pour les deux modèles, principalement le rayonnement qui est souvent problématique. Le rayonnement solaire n'est pas souvent mesuré au Québec et on en a besoin pour Crocus. Donc, on dépendait de cette station très complète. Et comme je l'ai mentionné, on avait un débitmètre qui mesurait de 2004 à 2007 le débit de la rivière Nécopastique. Donc, il nous a fourni trois années de mesure de la crue printanière. Très important, sur le même site, on avait donc le fameux GEMON en place depuis 2006. Donc le GEMON, vous pouvez voir ici, c'est cet instrument installé sur un mât donc, qui est non intrusif, il ne viendra pas perturber le couvert nival, et qui va mesurer en fait l'absorption par le couvert nival du rayonnement gamma naturellement émis par le sol pour déduire l'équivalent en eau de la neige. Ça va nous fournir une mesure continue d'équivalent en eau de la neige qui, avant ça, était assez difficile à obtenir. C'était assez rare comme type de données. C'est vraiment des données d'une qualité exceptionnelle qui a permis le projet possible, en fait. Donc, pour ce qui est des travaux qu'on a fait sur Crocus, primo, donc, il fallait trouver un traitement adapté des données météorologiques. Il fallait trouver quel seuil de température on allait utiliser pour séparer la pluie et la neige, étant donné que nous, on avait la précipitation totale, on ne savait pas quelle était la phase de ces précipitations. On a décidé de choisir un seuil à 2 degrés Celsius parce que des études précédentes de Crocus utilisaient ce seuil de température et que des études qui portaient directement là-dessus suggèrent que jusqu'à 2 degrés ou aux alentours, la majorité des précipitations vont tomber sous forme de neige. On a également dû appliquer une correction de la sous-captation de la neige qui, en fait, est due au fait que notre précipitomètre, en conditions venteuses, ne captera pas toute la précipitation. Donc, il y a pas mal d'études qui se sont penchées là-dessus. On a sélectionné la correction développée par Vincent Fortan en 2008, qui avait été développée dans la même région que nous, donc qui était très adaptée à nos conditions. Une fois qu'on avait atteint un bon niveau de confiance sur nos données d'entrée, on a pu réaliser donc la simulation de Crocus. Ici, vous avez donc l'équivalent en eau pour nos 5 années d'études. L'équivalent en eau qui est exprimé en millimètres puisque c'est une hauteur d'eau, la hauteur d'eau qu'on obtiendrait si on faisait fondre la hauteur de neige. Donc, les 5 années, c'est les 5 années pour lesquelles on avait des données du GEMON. Donc, on voit c'est la courbe noire ici, les mesures en continu du GEMON. Et en vert, c'est les simulations de Crocus. Donc, la première constatation qu'on peut faire, c'est qu'on a une importante surestimation assez récurrente qui suggérait que le modèle ratait un processus de perte de neige, en fait, qui n'était pas modélisé par Crocus. La solution est apparue assez rapidement puisque Crocus ne simule pas d'une part, la redistribution de la neige par le vent, du fait que c'est un modèle qui n'est pas distribué. La redistribution de la neige par le vent, ça va induire une perte ou un gain dépendamment du site, mais aussi dépendamment des conditions des sites adjacents. Un modèle comme Crocus qui n'est pas distribué est un peu aveugle, si on peut dire, aux conditions autour du site. Donc, c'est quelque chose qui est très dur à modéliser dans notre cas. Et deuxième chose qui n'était pas modélisée, c'est la sublimation de la neige transportée par le vent. Donc ça aussi, c'est quand on a un transport de neige. La neige mise en suspension va sublimer très rapidement à cause de la surface de contact avec l'atmosphère. Ça va dépendre de beaucoup de choses, donc du vent, de la température, l'humidité, le rayonnement et j'en passe. Il y en a même qui ne sont pas ici. C'est très difficile à modéliser, d'autant plus que ça va induire une rétroaction négative, puisque la sublimation est tellement importante que rapidement, la couche de l'atmosphère dans laquelle on a de la neige en suspension va se retrouver saturée en humidité et donc la sublimation va s'arrêter. C'est une relation qui avait été bien démontrée par Miltenjan en 2001, puisqu'ici on a donc la vitesse de vent et l'humidité relative et on voit qu'à partir d'un certain seuil, à partir du seuil pour lequel on a de la neige soufflée, de la neige transportée par le vent, on voit une augmentation assez drastique de l'humidité relative. C'est quelque chose qu'on a observé aussi à notre site, un bon indice qu'il y a de la sublimation de la neige soufflée par le vent à notre site, puisqu'on voit ici, pour 4 événements de vent violent pendant une période relativement sèche, donc sans événements de précipitation dans les jours avant et après l'événement, on voit qu'on a passé 6 mètres par seconde,
une disparition complète des faibles valeurs d'humidité relative, une augmentation de l'humidité relative. Le problème, c'est que nous, on ne pouvait pas différencier qu'est-ce qui est dû à la redistribution, qu'est-ce qui est dû à la sublimation. Donc, on a décidé d'y aller avec une approche un peu plus simple. Comme les deux se produisent passé à une valeur critique de vitesse de vent à partir de laquelle on a de la neige soufflée, on a imposé au couvert nival une perte quand on a des valeurs de vent passées ce seuil critique, une perte constante dépendamment de la vitesse du vent. Pas constante, proportionnelle à la vitesse du vent, qui a été ensuite ajustée pour offrir la meilleure représentation possible de nos courbes d'équivalent en eau. On voit que en ajoutant cette correction pour la neige soufflée, on a réussi à obtenir en passant cet ajustement pour la neige soufflée, c'est le seul calage qu'on a fait dans le cas de Crocus. Donc, on a réussi à obtenir des simulations assez précises de l'équivalent en eau de la neige une fois qu'on a ajouté cet aspect au modèle. Donc, rendu là, le moment était venu de comparer ça avec le module de neige d'Hydrotel. Il y avait 3 points qui nous intéressent en particulier, vu que nous, ultimement, ce qui nous intéresse, c'est les crues printanières. Les 3 points qui nous intéressent le plus, c'est l'équivalent en eau du couvert nival au début de la fonte. Si le modèle simule un équivalent en eau trop élevé au moment où ça fond, forcément, on va forcer trop d'eau dans le réseau hydrographique au moment de la fonte. Et ensuite, il faut que la fonte simulée et réelle commence au même moment et se produise à la même vitesse. Pour être consistant avec les simulations de Crocus qui ne considéraient pas les milieux ouverts, donc les milieux forestiers, je veux dire, donc qui traitaient le milieu comme s'il n'y avait pas de végétation, on a utilisé les simulations d'équivalent en eau d'Hydrotel juste pour les milieux ouverts. J'ai mentionné plus tôt qu'on pouvait le caler pour 3 types de milieux. Là, je vous présente uniquement les résultats pour les milieux ouverts. Donc, la première constatation qu'on peut faire, c'est que Crocus est déjà plus précis, mais surtout plus robuste. Même quand on avait une surestimation tout à l'heure, elle était toujours de la même ampleur. On pouvait l'associer à un phénomène physique réel. Alors que dans le cas du modèle d'Hydrotel, on n'a pas toujours... Il y a une tendance à la surestimation, mais pas toujours dans la même... comme ici, on est relativement proche des mesures, alors que là, on est beaucoup trop haut. Et ça va poser un problème, justement, au moment pour la simulation de débit en rivière, puisqu'on va avoir beaucoup trop d'eau qui va être simulée. On a aussi des événements comme ici, où on a une perte d'un tiers du couvert quelques semaines avant le début de la fonte. Ça va être dû au fait qu'on a eu un événement de redoux dans ce cas-là, quelques jours où les températures sont montées au-dessus de zéro. Et on voit que ça a été critique dans cette situation-là. Et comme je l'ai dit plus tôt, on s'attend à ce que la fréquence des redoux augmente à l'avenir. Donc, ça, c'est un problème qui aurait pu être réglé. Il y a un des paramètres de calage d'Hydrotel, c'est le seuil de température à partir duquel la fonte va se produire. Donc, on aurait pu monter ce seuil-là, mais ça serait venu perturber toutes les autres années. Donc, quand on simule toutes les années de cette façon, en une seule simulation, c'est difficile d'ajuster. Indépendamment, on aurait pu avoir des meilleurs résultats pour chacune, mais comme l'a dit M. Anctil ce matin, on ne veut pas avoir à changer nos paramètres de calage à chaque pas de temps, à chaque année. Maintenant, pour ce qui est des débits en rivière, les 2 années ici, on avait une séance complète de la crue printanière mesurée pour la rivière Nécopostique, donc c'est les 2 années que j'ai choisi de vous présenter. Donc, les simulations d'Hydrotel utilisant Crocus. Donc, primo, on voit que le 2e pic n'est pas du tout capté. Ça, c'est dû au fait que Crocus ne considère pas la végétation. Donc, la fonte retardée qu'on observerait en forêt n'est pas du tout modélisée. On considère tout le bassin versant comme s'il n'y avait pas de végétation. Donc, c'est un problème. Par contre, le 1er pic, donc, a une plus grande amplitude, évidemment, puisque toute la neige est fondue d'un coup, mais est relativement bien synchronisé avec le 1er pic réel. Pour ce qui est d'Hydrotel avec son module de neige normale, on voit que c'est un peu plus problématique. Pour la première année, les 2 pics sont bien représentés, mais ils sont complètement désynchronisés. Alors que l'année 2007, on a, les 2 pics ici, on peut supposer qu'ils sont bien synchronisés, mais on a ce pic-là ici qui est complètement aberrant. Ça, l'année 2007, c'est celle que j'avais encerclée un peu plus haut, où on avait beaucoup trop d'eau, beaucoup trop d'équivalent en eau au début de la fonte. Donc, on voit qu'ici, la quantité d'eau
qui passe dans la rivière sur cette période-là est beaucoup plus importante que ce qu'on observe normalement. Donc, les conclusions qu'on peut tirer de cette étude, primo, par rapport à Crocus, c'est qu'on ne peut pas, quand on fait de la simulation physique en milieu boréal, négliger l'importance de la sublimation de la neige soufflée et de la redistribution par le vent. Ensuite, pour ce qui est de comparer les deux approches, les avantages de l'approche thermodynamique, primo, c'est une meilleure simulation de l'équivalent en eau, plus précise, plus robuste, et tout ça avec très peu, voire dans le meilleur des mondes, pas de calage. On a été obligé d'y avoir recours pour la sublimation et la redistribution, mais c'était une solution parce qu'on n'avait pas toute l'instrumentation qu'il nous fallait pour pouvoir le simuler de façon physique, mais ça aurait été faisable. Justement, le gros problème de l'approche thermodynamique, c'est les données requises pour pouvoir faire ces simulations. Ça en prend beaucoup et elles ne sont pas toujours disponibles. Bon, il y a les temps de calcul aussi qui peuvent être problématiques, mais avec les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est de moins en moins un problème. Le gros problème qu'on a eu avec Crocus, c'est que c'est un modèle non distribué. Et ça nous a posé, c'est ça qui nous a posé le plus de problèmes, et le fait qu'il ne tient pas compte du couvert végétal. Donc, on a atteint un peu la limite de ce qu'on pouvait faire avec Crocus dans ce cas-là. Ce n'était pas un modèle qui était adapté au couplage avec hydrotel. La meilleure solution, ça aurait été d'avoir une routine physique spécifique à hydrotel, donc qui serait surtout distribuée, donc qui nous permettrait de profiter de l'interpolation des données météorologiques faites par hydrotel, de tenir compte des différentes occupations du sol, des types de milieux, ce qui est aussi fait dans hydrotel. Et ça nous permettrait de simuler plus précisément la redistribution, puisqu'on aurait l'information spatiale sur le bassin versant, donc la redistribution de la neige, et plus précisément la sublimation aussi, puisqu'on aurait des informations comme le fetch et ce genre de choses. Donc, pour un utilisateur d'hydrotel qui possède les données d'entrée requises pour la simulation, ce serait plus avantageux d'avoir accès à une telle option, d'utiliser une approche physique pour les simulations d'hydrotel. Donc, merci de votre attention et avez-vous des questions?